ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrikia, le podcast Afrique de la rédaction de Lucarne Opposée. Avant de nous lancer dans cette nouvelle émission, je vous encourage comme d'habitude à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et surtout à venir y interagir avec nous. Je vous encourage également à consulter notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello et aussi prendre le temps de vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes chaînes sur toutes les plateformes sur lesquelles vous écoutez actuellement ce podcast et notamment sur notre chaîne YouTube afin notamment aussi de venir y laisser pouces bleus et commentaires et tout ce qui va bien et tout ce qui aide soi-disant au référencement. J'avoue, j'y connais rien. Je vous rappelle aussi la sortie et surtout le fait qu'il soit toujours disponible le 13e numéro de Lucarne Opposé Magazine, un numéro dans lequel vous pourrez lire un dossier sur ces footballs qui ont servi parfois des causes et aussi bien d'autres choses, plus d'une centaine de pages rien que de culture foot. Bref, vous trouverez tous les liens de ce que je viens d'expliquer ainsi que vers nos différents réseaux sociaux dans la description. On va donc pouvoir se lancer dans ce qui est le premier épisode de la 4e saison d'Efrikia. 4e saison déjà, ça nous rend pas jeunes tout ça. Un épisode qui va nous conduire au Bénin, où une nouvelle ère semble s'ouvrir pour le football local. Et qui dit Bénin, forcément, sur Lucarne Opposé, dit Pierre-Marie Gosselin. Salut PM, comment vas-tu ? Eh ben bonjour, bonsoir Nico. Écoute, ça va très bien. Un plaisir de te retrouver enfin pour un numéro d'Efrikia parce que là, alors là, ça Ça nous manquait, hein. il faut remonter Ouais. à loin pour avoir mon dernier passage. Ah, ça nous manquait, les Efrikia, dans la série des podcasts Hello. Mais voilà, ils sont toujours là, toujours vivants. L'Afrique est toujours là, quand même. On la regarde toujours, notre Afrique, sur Lucarne Opposé. Ouais, bien sûr, on ne lâche pas l'affaire du tout. Bon, voilà, des fois c'est la conjoncture qui fait qu'on peut pas non plus C'est ça. s'exprimer, enfin vous raconter ces histoires qui ont lieu toujours en permanence et qui continuent d'avoir lieu malgré la crise du Covid et tout ça. Mais bon, voilà, on y toujours est, là. on va en profiter. C'est ça, on va en profiter, on va donc aller au Bénin où je le disais, c'est l'introduction un petit peu de tout notre propos aujourd'hui. Une nouvelle ère semble s'ouvrir et semble s'être déjà ouverte même, on va dire, pour le football local. Et pour bien commencer, on va aussi essayer de trouver un petit peu le point de bascule, l'élément qui a fait que tout cela, qui a déclenché tout cela. Et cet élément, c'est l'élection du président de la République, Patrice Talon, en 2016, il me semble bien, si j'ai bien n'ai pas oublié ce que tu m'as déjà dit. Patrice Talon qui va avoir notamment la volonté de réformer véritablement le sport au Bénin, pas que le football, le sport, mais on va voir que ça va vite transpirer sur le football, avec cette volonté surtout d'amener les athlètes vers le plus haut niveau. Oui, exactement. Alors, tu t'es pas trompé, pardon. Il est bien arrivé au pouvoir en 2016, en mars 2016 exactement. Bon, c'est une personne qui faisait pas de la politique, hein, Patrice Talon. C'est un homme d'affaires à la base, et en fait, c'est un grand passionné de sport et de football, et un ami, enfin un proche de Samuel Eto'o. Hein. Je connais pas leur degré de proximité, mais malgré tout, vu le nombre de voyages de Samuel Eto'o depuis son arrivée au pouvoir, on peut imaginer qu'il y a quand même une petite relation avec eux. D'après ce que j'ai entendu, c'était plutôt son fils et Samuel Eto'o qui étaient très amis. Mais dans tous les cas, les faits sont là. C'est quand même un passionné de football, et il a pas tardé à le dire et à le mettre en avant, puisque dès son élection, le développement du sport faisait pleinement partie de son programme. Comme tu l'as dit, c'était pas forcément le football en particulier, le sport en général, mais voilà, comme le sport roi, comme on a l'habitude de le dire là-bas, c'est le football. Ben forcément, c'est le football qui est un petit peu qui en profite le plus. Donc cette réforme, en fait, elle avait dans un premier temps pour but d'essayer de mettre en place des bases de formation. Ça passe par des infrastructures. Donc il y a 22 stades déjà qui, depuis son élection, qui sont en cours de construction. Certains sont déjà finis, d'autres ne le sont pas encore, dans de nombreuses communes réparties sur l'ensemble du territoire béninois. Bon, c'est le premier tiers de la petite soixantaine de stades qu'ils ont prévu de la soixantaine de stades qu'ils ont prévu de construire durant le mandat. Bon, le mandat est bientôt terminé, mais bon, au moins déjà une vingtaine de stades en plus, c'est quand même pas négligeable. C'est déjà énorme, Tous avec des
Ouais, tout ça avec surtout qu'il y avait quand même un très très gros déficit d'infrastructures. Il y avait peu de communes qui pouvaient bénéficier d'un terrain synthétique, ne serait-ce que ça. Un terrain synthétique, c'est quand même assez important pour pouvoir jouer, notamment quand il pleut ou quand, voilà, quand il commence à y avoir un petit peu d'intempéries. La terre, c'est bien, mais bon, on arrive vite à ses limites et effectivement là, pour un pays de la taille du Bénin, 22 stades, ça va faire déjà un grand chambardement dans l'environnement du sport. Parce que c'est des stades c'est des stades de football, bien sûr, c'est le terrain de football qui prend le plus de place, mais c'était quand même la volonté de faire des terrains omnisports, notamment équipés d'une piste d'athlétisme. Voilà, Ouais, ça donc bon, il y correspond a aux pas, stades municipaux qu'on a un petit peu partout en France, concrètement. voilà, exactement, voilà. C'est pas, il y a pas tous les sports, hein, il y a pas de basket, enfin, il y a pas forcément des terrains de basket à chaque fois ou des terrains de rugby ou etc. Mais bon, voilà, il y a quand même cette volonté que ce ne soit pas articulé uniquement autour du football. Donc ça, c'était un des grands axes du projet du président Talon. Et le deuxième axe, ça a été de lancer des classes sportives. En fait, grosso modo, c'est de permettre aux écoles de prendre en main la formation des jeunes athlètes. Alors, il y a 5 disciplines qui avaient été sélectionnées, à savoir le football, le basket, le hand, l'athlé et les arts martiaux. Toutes les communes, toutes les écoles ne proposent pas ces 5 disciplines, mais l'idée, c'est de permettre aux jeunes d'associer les études et le sport. Et surtout, c'est un moyen aussi pour le gouvernement de reprendre la main sur la formation, voilà, notamment du football, hein, parce qu'on va pas se mentir, voilà, comme je l'ai dit, c'est le sport roi, c'est le football, et la majorité des jeunes, c'est le sport qu'ils veulent pratiquer, c'est le football. Et en fait, je pense que derrière cela, il y a forcément une volonté politique de probablement essayer de soigner son image ou de faire adhérer les Béninois à sa cause, mais dans tous les cas, voilà, c'est l'utilisation maintenant, comme on appelle ça, le soft power, d'essayer de briller par le sport et de faire briller le Bénin par le sport. On peut dire que ça a quand même porter ses fruits, même si c'est pas forcément les fruits de cette formation-là, mais dans tous les cas, le Bénin, les écuries du Bénin étaient présents à la dernière CAN, donc voilà, c'est déjà des premiers résultats de cette volonté de soft power. Je sais pas si le programme du président a eu un effet dans cette qualification-là, mais voilà, les faits sont là, le Bénin s'est qualifié. En tout cas, dans l'autre sens, tu peux voir aussi que cette qualification va avoir probablement un effet catalyseur sur les gamins qui, en plus, vont se retrouver avec des infrastructures pour pouvoir pratiquer leur sport, tout simplement, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Ouais, c'est du gagnant-gagnant. J'étais placé du côté des académies, puisque Ouais. bon, si vous me connaissez déjà un petit peu, vous savez que j'ai été quand même pas mal présent au Bénin, notamment aux côtés de l'académie Abisport. Et en fait, là où c'était un petit peu étrange, notamment parce que c'est quelque chose qu'il a annoncé très tôt après son élection, dans le début de son mandat, c'était de se dire que finalement, les centres de formation qui existent déjà ne sont pas efficaces. Il faut trouver un moyen de pouvoir reprendre le contrôle de ça. Et en fait, les centres qui existent déjà, qui étaient assez nombreux, finalement, se sont sentis un peu mis à l'écart ou rejetés ou carrément pas considérés. Ce qui peut être vrai, sachant que voilà, normalement le football de la FIFA ne s'appuie pas sur le gouvernement, mais plutôt sur des associations, etc. Enfin, justement, la FIFA prône l'indépendance du football, et c'est vrai qu'en ce sens-là, c'était un peu, ça pouvait surprendre, et moi, en tout cas, en tant qu'observateur de la situation, j'étais très surpris de voir en fait que finalement on laisse un projet comme ça se mettre en place avec le temps qui s'est passé, parce que bon, il y a déjà pratiquement 5 ans de recul, hein, ou 4 ans et demi de recul. Voilà, on voit que les académies continuent d'exister et que les classes sportives sont en train de se mettre en place petit à petit. C'est pas encore complètement opérationnel partout, c'est pas encore très bien structuré, mais au moins ça prend forme. Et je pense que dans les années à venir, on aura, je pense qu'on ressentira vraiment cet impact-là. Voilà, après, voilà, c'est un petit peu la fédération contre le gouvernement, et notamment le ministre des Sports. Mais vous allez vite voir que finalement, la fédération n'a pas eu d'autre choix que de se ranger au programme du président. Ouais, d'autant que tu l'évoquais à l'instant, tu parlais de la FIFA qui n'aime pas généralement, à raison ou tort, mais c'est comme ça dans les statuts de la FIFA, qui déteste les ingérences gouvernementales au sein des fédérations. Les fédérations doivent rester indépendantes. On a quand même vu un paquet de pays passer sous tutelle de la FIFA parce qu'il y avait des violations pardon, justement de cette indépendance-là. Et pourtant, cette politique
gouvernementale. J'espère que nos auditeurs l'ont bien compris parce que ça a été bien répété. Donc, qui n'a pas été construite par les fédérations ou portée par les fédérations. Cette politique gouvernementale a été appuyée par la FIFA. Donc, c'est quasiment ce qui a fini par valider ce projet, hein, j'ai envie de te dire, finalement, à travers notamment un programme pilote qui s'appelle School for Foot. Ouais, exactement. C'est la preuve que finalement ce concept qui peut paraître un peu surprenant, surtout en Afrique où l'ingérence Ouais. des gouvernements est souvent pointée du doigt et très souvent réprimée, puisque de nombreux pays font face à des suspensions parce qu'il y a des problèmes aux fédérations, etc. Alors que là, on s'est retrouvé dans une situation où donc le programme a été mis en place, mais même avant ça, en 2017, en fait, il y avait j'en ai parlé beaucoup dans deux magazines de Lucarno Posé où on a eu l'occasion de parler du football béninois. En fait, la fédération béninoise de football a été en crise pendant de très très nombreuses années, avec un président omnipotent jusqu'au début des années 2000, jusqu'à la fin des années 2000, qui s'est retrouvé en prison. Puis après, il y a eu une succession de présidents qui se sont enchaînés avec des suspensions, des annulations de suspensions, des élections pas valides, qui sont refaites et puis qui sont invalidées, puis ça a recommencé, puis finalement on s'est retrouvé avec un retour d'Anjorin Moucharafou, donc qui était le président omnipotent des années 2000, qui finalement était là pour assurer la transition à la demande du gouvernement qui a dit non, hors de question que tu restes en place à ton poste, tu es là pour mettre en place les élections, tu organises les élections et puis tu laisses ta place en fait. Donc là en soi on est dans le top de l'ingérence niveau fédération et en fait la FIFA a accepté ça puisqu'il n'y a pas eu de menace de suspension, rien du tout et finalement il y a pu avoir un nouveau président en 2017 qui est Mathurin de Chacus qui était probablement un allié de choix du chef de l'État Patrice Talon et de son ministre des Sports Osvaldo Meki, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore nommé son nom, mais Osvaldo Meki a eu un grand rôle dans la mise en place et dans l'établissement de ce programme de développement du sport. Donc voilà, la première étape avec cette élection qui était quand même très très observée depuis le palais de la présidence et qui pourtant est passée entre les mailles de la FIFA. Et puis le deuxième événement, c'est donc ce partenariat qui a été signé en fait entre la FIFA et le gouvernement du Bénin, et donc la fédération béninoise qui, de fait, se retrouve inclus dans le programme. Donc, c'est un programme qui a été présenté à Gianni Infantino en 2019, sachant qu'il était en période électorale, donc lui, il était en train de faire sa tournée en Afrique. Il est arrivé au Bénin, on lui a présenté ce projet-là, donc le projet des classes sportives que je viens de vous présenter. Et finalement, c'est quelque chose qui lui a plu, puisque un an plus tard, le partenariat est signé entre la FIFA et le gouvernement du Bénin, et donc la FBF. Et depuis le début de l'année, là, 2021, on a la mise en place, on a le lancement de ce partenariat avec une délégation de la FIFA qui s'est rendue à Cotonou pour remettre un très gros lot de matériel, que ce soit, pour l'instant, c'est surtout des ballons, des dossards qui, d'après les informations, seraient en mesure de pouvoir rassasier les besoins d'une centaine d'écoles, donc ce qui correspond à peu près aux chiffres du gouvernement. Il y a d'autres aides qui doivent suivre derrière, et puis surtout, il y a aussi la prise en charge de la formation des éducateurs par la FIFA avec l'envoi d'instructeurs, qui pour l'occurrence des instructeurs français dans notre cas du Bénin, qui sont venus pour offrir des cours de formation aux nombreux éducateurs sportifs qui vont rentrer dans le circuit de ces classes sportives. On entend souvent le côté quand la FIFA quand les aides de la FIFA arrivent dans certains pays, on entend souvent plein de théories, de machins, de trucs, etc. Le fait est que quand la FIFA crée un partenariat généralement, normalement, et on insiste bien là-dessus, normalement avec une fédération, ce qui n'est pas le cas ici, elle amène beaucoup, beaucoup de moyens et c'est un vrai, quand c'est bien utilisé, forcément, un vrai accélérateur pour tous ces programmes. Et là, pour le coup, c'est vraiment le dernier étage de la fusée formation qui est mise en place et qui est véritablement soutenu financièrement et humainement par la FIFA. Et donc, on le rappelle, l'unicité de cette chose-là, ça vient du fait que c'est un programme gouvernemental. Ouais, c'est clair. Alors après, bon, je sais pas s'il y a un financement à proprement parler, je veux dire en devise de la FIFA dans le projet. En tout cas, c'est sûr que déjà il y a une participation que ce soit par des dons de matériel ou par de la formation. Ouais.
voilà, c'est une implication qui coûte à la FIFA, hein, donc voilà, c'est un véritable engagement. Alors il y a probablement aussi d'autres leviers qui sont derrière, hein, parce que voilà, la FIFA aussi a de nombreux partenaires, des fondations, enfin une Exactement. fondation, etc. Donc j'imagine que de nombreux leviers ont été activés pour que ce partenariat soit en place. Après, je peux pas non plus affirmer que la FIFA donne de l'argent au gouvernement du Bénin, comme Non, ça non, peut être le cas aux fédérations au travers de projets. mais ça peut être Mais de manière voilà, aussi indirecte, tu l'as dit. Je veux dire, ouais, voilà, c'est à ça. partir C'était du moment juste où tu as le pour que tampon ce soit clair, quoi. FIFA, Ouais, c'est clair. Mais c'est juste pour que ce soit clair qu'on ouais, qu'on s'imagine pas que non. le gouvernement du Bénin bénéficie, par exemple, d'un projet Gold, quoi. C'est pas le cas. Et voilà, on l'a dit, mais je le répète vraiment, il y a une véritable volonté de la FIFA dans ce projet-là, en fait, il s'agit pour eux d'un projet pilote et sous réserve de voir comment ça fonctionne, mais on peut imaginer que si les résultats sont positifs, c'est peut-être Qu'elle le fasse une appliquer. organisation que la FIFA va essayer de reproduire dans d'autres pays où les fédérations sont pas forcément en odeur de sainteté ou très efficaces, voilà, justement dans leur volet formation par exemple, et pour le football des jeunes, le football à la base, etc. Parce que voilà, en fait, au travers de ces classes sportives aussi, il y a derrière, ça implique aussi la création d'un championnat pour les jeunes, puisque il va y avoir des compétitions entre les différentes écoles. Donc c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, n'existe même pas au Bénin, puisqu'il n'y a pas de championnat de jeunes. Il y a des tournois, il y a des petites compétitions, mais il n'y a pas un championnat officiel géré par la fédération qui existe. Et je pense qu'en ça, c'est vrai que la FIFA s'y intéresse. Maintenant, moi, j'ai toujours un petit doute sur la volonté. Je ne sais pas si la volonté en fait de performance sportive que le gouvernement a clairement, puisque l'objectif c'est du soft power, c'est de faire bénéficier le Bénin de la visibilité de ses athlètes et d'essayer de promouvoir le Bénin par des participations aux compétitions internationales et tout ça. Donc là, du côté du Bénin, c'est très clair. Maintenant, du côté de la FIFA, est-ce que c'est encourager les jeunes à aller à l'école au travers de programmes dans le football, ou est-ce que c'est vraiment aider des jeunes à devenir professionnels? Là, moi, voilà, c'est sur ce point-là où j'ai du mal en fait j'ai du mal à me faire une opinion, j'ai du mal à savoir quelle est la volonté derrière de la FIFA, sachant que il y a beaucoup de programmes en Afrique de développement par le sport qui qui utilisent le football clairement pour de la scolarisation et non pas pour de la performance sportive. On va essayer de motiver les gamins à aller à l'école, pas à devenir pro, quoi. Ce qui est normalement, ce rôle de la FIFA quand elle met ce genre de partenariat-là, normalement, alors même si c'est pas on a bien compris, hein, c'est pas forcément là, c'est même clairement pas la volonté du gouvernement. On va y venir tout de suite d'ailleurs dans quelques secondes, mais généralement tout ce que ces programmes-là, tous ces programmes-là pour la FIFA entrent dans le cadre de son action sociale. Ça veut dire ce que ça veut dire. Normalement, il n'y a pas de visée à fabriquer les footballeurs professionnels de demain. C'est un rôle social. Donc on va voir. Mais justement, et je vais rebondir là-dessus, puisque tu évoques les footballeurs professionnels, parallèlement à ça, alors on le dit, tu viens de le dire, l'étage formation, la mise en place aussi d'une pyramide du football chez les jeunes, parce que c'est important dans les processus de formation, mais on le sait, que ce rôle soit social ou pas, et c'est là où, tu vois, je retouche du doigt le point que tu soulèves, la limite entre l'aspect social et l'aspect fabrication de nouveaux footballeurs professionnels, elle est quand même toujours un petit peu ténue, cette limite. Parallèlement à tout cela, à partir de 2017, la fédération s'était associée avec la Fédération française de football, notamment pour réorganiser son football d'élite. Et en août dernier, notre cher gouvernement, et tu as cité son nom, le ministre des Sports, Oswald Omeki, a aussi décidé de mettre les deux pieds dans le plat, si j'ose dire, puisqu'ils ont présenté un nouveau programme qu'ils ont appelé à l'époque le modèle des sociétés sportives, et qui a pour but d'abord de réorganiser les clubs de foot professionnels, mais surtout, maintenant, c'est l'étape suivante presque, mais c'est dans une histoire de mois entre les deux, de pousser la fédération à réformer son championnat de première division et donc, de fait, de l'obliger à passer véritablement sous un championnat professionnel. Ouais, exactement. En fait, c'est dans la continuité de ce qu'on dit, de cette volonté gouvernementale de réformer le sport. Il y avait la volonté, très tôt en fait, dans le programme, il y avait la volonté de s'appuyer sur des entreprises notamment qui sont au Bénin, qui génèrent de l'argent pour financer ce projet-là. Donc c'était parti en fait au début il y avait alors je crois qu'il y avait une exonération d'impôts si on investit dans le sport.
Donc grosso modo, vous sponsorisez une équipe de football, une équipe béninoise de première division, hein, et vous allez être exonéré de cette somme-là quand il s'agira de passer à la caisse des impôts. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis peut-être 2017, hein, depuis vraiment le début du programme de lancement des classes sportives et tout ça. Et donc en fait, ça c'est pas les résultats souhaités ou escomptés n'ont pas été obtenus en fait, et du coup les sociétés sportives en fait ça a été la deuxième étape pour du coup c'est bon voilà, le marketing ça fonctionne pas encore très bien, donc pourquoi on va essayer de mettre le doigt dessus, et du coup on en arrive à cette volonté de professionnaliser le championnat, et donc en professionnalisant le championnat on professionnalise les équipes qui jusque-là voilà, elles étaient statut associatif, certaines étaient déjà même dirigées par des entreprises, hein. Vous avez eu l'occasion d'en entendre parler, que ce soit voilà, ça revient souvent quand on parle de football au Bénin, avec notamment l'ASPAC qui est l'équipe du port, Énergie qui est l'équipe de la société d'électricité, la Sonacop qui a son équipe d'Homogas, les pétroliers, enfin voilà, j'en ai parlé beaucoup quand on a parlé des équipes de Cotonou. Ouais, donc dans le podcast Planète Hello, exactement. Ceux qui sont intéressés. Et du coup, c'est quelque chose qui existait déjà en fait, mais que le gouvernement a essayé d'amplifier. Et du coup, donc on en arrive au point où voilà, le gouvernement là, décide clairement de mettre les pieds dans le plat et dit bon ben voilà, maintenant ça ne va pas. On n'arrive pas à financer le programme par notre projet là, par nos exonérations de taxes aux entreprises qui accompagnent le sport. Et du coup, il faut professionnaliser le championnat. Et donc ça, donc la volonté, c'est de pérenniser le football, et surtout d'offrir de la visibilité aux joueurs, parce que c'est bien de former des jeunes, c'est bien d'avoir la volonté de les former, mais il faut ensuite pouvoir leur offrir un espace de visibilité où ils vont pouvoir s'exprimer et où ils vont pouvoir montrer leur talent au monde, parce que c'est pas en évoluant en permanence dans le championnat du Bénin que les joueurs béninois qui seront ensuite en sélection auront la possibilité de pouvoir performer sur des compétitions comme la CAN, ou pourquoi pas rêvons grand et participer à la Coupe du Monde. Voilà, ce sera insuffisant. Donc c'est dans ce cadre-là aussi que le gouvernement a tout simplement proposé à la fédération de réformer son championnat au travers notamment de la restructuration de ses équipes, en imposant un cahier des charges strict, et qui du coup de fait va handicaper des équipes qui ne seront pas accompagnées ou ne seront pas soutenues par une entité qui possède des fonds suffisants. Donc pousser indirectement à ce que les équipes aillent chercher des partenaires financiers concrètement. Voilà, c'est ça. Et parce que du coup, si j'ai été assez clair, donc vous avez compris que d'abord le gouvernement a essayé d'inciter les entreprises à aller accompagner les équipes. Ça n'a pas suffisamment fonctionné. Donc là, on a changé de côté. La bascule a été faite. On va demander aux équipes d'essayer de trouver les entreprises qui vont les accompagner, avec bien sûr le gouvernement qui est là derrière, avec ces exonérations qui existeront toujours et tout ça. Enfin, ils essayent d'encourager ça. Ils ont essayé d'encourager ça au maximum. Et ça a porté ses fruits pour quelques équipes, puisque notamment, il y a plusieurs corps de l'armée du coup qui se sont engagés à soutenir des équipes. On a une société de gestion du port, donc pas le port autonome cette fois, mais la société qui gère une partie administrative du port, qui a également soutenu une équipe. On a les loteries nationales, la loterie nationale qui également soutient une équipe. Donc ça, il y a quand même eu quelques fruits qui sont sortis de ce projet-là. Et derrière ce projet, il y avait aussi la refonte du championnat, où on passe d'un championnat où en fait les meilleures équipes du pays se rencontraient, on passe à un championnat. Alors les prérogatives du gouvernement, c'était 40 équipes. Finalement, c'est 36 qui ont été retenues. Donc on a 36 équipes en première division qui vont s'affronter dans des petits championnats régionaux. Donc il y a 4 poules en fait. Voilà, une poule nord, une poule centre, une poule sud, une poule sud-est par exemple. Voilà, grosso modo c'est ça, même si elle porte pas ce nom-là. Et au final, les meilleures équipes de chacune des poules vont s'affronter dans la Super League, comme ils l'ont appelé, qui sera un championnat du coup à 16 équipes. Au terme de ce petit championnat, par zone, donc. Voilà, c'est ça, 4 qualifiés par zone. Et au terme de ce mini championnat, en fait, les 2 meilleurs iront en compétition continentale, et puis les équipes au contraire qui ne sont pas qualifiées pour cette Super League, vont faire un petit championnat qui lui va déterminer les équipes qui seront reléguées. En fait, la relégation elle sera très cruelle, puisque on passe directement de la première division au monde amateur.
Il n'y a pas de transition en fait, il n'y a pas de deuxième division, il n'y a pas de troisième division. On aura une première division professionnelle avec une exigence. Alors pour l'instant, c'est sur le papier. Est-ce que ça va fonctionner? C'est le temps qui nous le dira, hein, mais avec notamment un salaire minimum de 100 000 euros CFA par joueur, 100 000 euros CFA, 100 000 francs CFA par joueur, donc ce qui représente grosso modo 150 euros. Ça peut paraître petit dit comme ça, mais c'est une vraie somme pour le Bénin, et c'est une vraie différence par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent, puisque la plupart des joueurs vivaient sur des primes de match qui pouvaient être plus proches des 20 000 que des 100 000. L'objectif aussi, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose de viable avec justement des équipes qui seront en mesure de pouvoir aller au terme du championnat en assumant leur masse salariale, etc. Bon, le championnat a commencé depuis la semaine dernière, hein, donc en fonction de quand vous écoutez le podcast, grosso modo, c'est depuis fin janvier. À voir maintenant comment ça va se passer sur la durée. On part quand même sur une compétition de 8 mois. Donc c'est beaucoup pour le Bénin, sachant qu'on avait l'habitude de jouer des championnats qui sont souvent très concentrés en fait. La compétition, je me rectifie, va durer 9 mois. Donc c'est énorme, hein, parce que c'est énorme pour en même temps 36 équipes, 4 poules, et puis à la un fin, tour final et ensuite un championnat de relégation, un tour final à 16, enfin une Super League à 16 et après un tour final de relégation, forcément va falloir y aller sur la durée, hein. Et va falloir tenir sur la durée. Va falloir tenir le rythme, et en fait c'est ça qui peut être en fait qui peut semer le doute encore à l'heure actuelle au moment où on parle, hein. Ça se trouve dans 9 mois on n'aura rien à dire, juste confirmer que ça s'est très bien passé, quoi. Mais voilà, il va falloir assumer quand même de pouvoir rémunérer donc l'ensemble de l'effectif pendant 9 mois. Voilà, ça va pas non plus être à mon avis une formalité pour toutes les équipes, hein. Il y aura forcément des petites embûches et des moments un peu plus durs. Pour l'instant, donc il y a 2 journées qui se sont jouées. À ma connaissance, il n'y a pas eu de matchs qui ont été diffusés à la télé, sachant que l'objectif derrière ce programme du ministre des Sports, c'était de professionnalisation du championnat, c'était notamment et d'attirer des sponsors. Du coup, pour attirer des sponsors, il faut avoir une vitrine, et la vitrine, c'est la télévision. Voilà, donc pour l'instant, ça, je sais pas qu'est-ce qui fait que ça bloque, parce que j'imagine que au moins la télévision nationale a dû avoir, vu que c'est une volonté du gouvernement, a dû avoir une demande du gouvernement de participer aussi à la promotion du championnat de ce nouveau championnat professionnel. Mais peut-être qu'elle attend le tour final à 16, concrètement, qui sera à ce moment-là, en gros, une vraie phase, enfin un vrai, entre guillemets, peut-être, je sais pas, et qu'on est dans une phase de tour préliminaire presque, tu vois. Ouais, on est dans un tour préliminaire, mais quand même, en fait, on est quelque part dans une forme de tour préliminaire, mais sachant que le championnat, finalement, les 2 premières divisions, grosso modo, puisqu'il y a 40 équipes, c'était la première et la deuxième division, enfin 36, pardon. Au lieu qu'il y ait 2 divisions ou 2,5 divisions, on se retrouve avec plus qu'une. Et puis, comme c'est régionalisé, voilà, comme je l'avais dit dans le Planète Hello sur Cotonou, où beaucoup d'équipes se trouvent à Cotonou, forcément le championnat régional, la phase régionale de Cotonou, va forcément laisser des équipes sur le carreau qui avaient des ambitions au départ du championnat, c'est sûr. Va laisser probablement, il y a plus de 4 équipes. Va laisser probablement de grosses équipes. Ouais, c'est ça. Il y a plus de 4 équipes cotonoises qui ont l'ambition d'aller loin dans le championnat, et donc forcément, il y aura des déçus. À voir pour l'aspect de la télévision, je pense que c'est quand même un élément primordial, parce que c'est très bien d'avoir lancé ce championnat, mais sans la télé derrière, je ne sais pas si ça va fonctionner. Bon, maintenant, c'était la Fédération française de foot qui a accompagné la fédération dans la refonte de ce championnat. Vu comment la Fédération française de football gère ses droits TV, on est en droit de se poser la question de savoir comment ça va se passer pour la FIFA. Pas la fédération, la Ligue. Oui, pardon. Oui, c'est la Ligue. La Fédé va te dire qu'elle ne gère rien et qu'elle, ça va. Non, mais ce qui est vrai en plus. Mais bon. Après, on va voir, hein, on est aussi qu'aux prémices de la chose. On va voir. On est sur un modèle quand même assez particulier, hein, puisque, voilà, vous l'aurez compris, on a complètement chamboulé et réorganisé le monde professionnel. On a aussi complètement réorganisé l'étage du dessous. Ce que je te propose, PM, pour terminer ce podcast, on parlait de l'étage du dessous, tu parlais de ton expérience du côté d'Abisport. On va peut-être en profiter pour
pour faire ce que faisait Simon à chaque début de podcast africain quand tu intervenais. Nous, on va le faire pour conclure, hein, histoire d'être originaux. Incroyable. Pour en prendre des nouvelles justement d'Abisport et de ces gamins, on en a des gamins d'Abisport qui arrivent dans ce championnat? Eh ben écoute, ouais, on en a deux. On en a un qui joue à Requin FC et donc c'est Romaric, hein. Vous avez eu l'occasion de lire son nom au moins Ouais. parce que quand on parlait, quand j'étais au Bénin, j'avais écrit des articles pour raconter un petit peu ce qu'on faisait avec les jeunes et puis Romaric forcément faisait partie des noms qui pouvaient revenir souvent parce que c'était un des plus talentueux de l'équipe avec Simon Adingra. Je me permets de donner son nom parce que Simon aussi fait de très belles choses. Tu peux même Et dire ce qu'il est devenu, Simon. Simon, il vient de signer professionnel en début d'année au Danemark, au FC Nordjylland, après son expérience au Ghana. Et voilà, il est lancé, il est coéquipier avec, il a dans le staff, il peut compter sur un soutien et des conseils de choix, j'ai envie même de dire de très grands choix, c'est Michael Essien qui est assistant coach. Et il a aussi dans son effectif un nom qui peut parler à nos auditeurs, c'est Johan Djourou, l'international suisse. Ouais, international suisse, Ouais, je ouais. crois, d'origine ivoirienne, qui joue là-bas, qui amène son expérience pour encadrer une équipe de jeunes, puisque la moyenne d'âge de l'équipe, ça dépasse pas 21 ans. Donc, il s'appuie beaucoup sur les jeunes qui forment au Ghana. Et donc, Simon vient qui s'entraînait déjà avec eux depuis quelques mois, hein, mais voilà, vient officiellement de rejoindre l'équipe. Et on attend maintenant ses débuts en pro, on espère, sur la phase retour du championnat danois. Mais pour revenir à ceux qui nous intéressent, ceux qui sont restés au Bénin, donc on a Romaric qui est dans l'équipe de Requin. Requin, vous en avez également entendu parler dans le Planète Hello, puisqu'il s'agit d'une des plus grandes équipes du football béninois. Hein. Historiquement, ils ont fait de belles choses. Et figurez-vous qu'il a commencé en trombe avec 3 buts et une passe décisive en 2 matchs sur les 4 buts marqués par son équipe, 2 victoires, premier du championnat premier de la zone de Cotonou pour l'instant. Donc bon, il n'y a eu que 2 journées, mais un départ tonitruant. Ça démarre bien. Ça démarre très très fort. C'est le jeune de l'équipe, c'est un des plus jeunes du championnat du coup aussi. Et c'est très prometteur en espérant qu'il continue sur des bases aussi élevées, sachant qu'il avait déjà fait le coup avec Abi. Hein. Si vous réécoutez les podcasts du coup Efrikia enregistrés avec Simon, vous avez appris ou vous allez apprendre qu'il a fait des débuts de saison tonitruants aussi avec Abi en enchaînant des séries de matchs en marquant. C'est incroyable. Pendant presque toute la phase aller, minimum 1 but et demi par match. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est capable de tenir le rythme, et c'est ça qui est encore plus fou, et son insouciance et sa fougue, en fait, là, parce qu'il se retrouve au milieu des grands. Il a signé dans l'équipe peu de temps avant le championnat, finalement. Il a eu le temps de se préparer. Bon, il s'était préparé aussi individuellement. Enfin, il se maintient en forme parce que, pour le coup, je parle des joueurs d'Abi qui jouent, mais vu qu'il n'y a plus de championnat, vu que le championnat professionnel focalise complètement l'attention, qu'il n'y a plus de deuxième division, qu'ensuite on se retrouve au niveau amateur et que voilà, ils sont en train d'essayer de mettre en place un football professionnel. Donc vous imaginez que pour gérer le football amateur, c'est pas facile. Et du coup, les jeunes d'Abi, pour l'instant, ils n'ont pas de championnat. On attend toujours des nouvelles, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se profile à l'horizon. Donc pour ceux qui sont encore à l'académie, c'est un petit peu plus difficile. Et pour finir avec les joueurs d'Abi qui sont dans le championnat, donc il y a Romaric et il y a aussi Brice qui lui joue à l'SVO, une équipe de Porto Novo, qui est moins ronflant que Requin, une équipe qui a des ambitions qui sont aussi un petit peu inférieures à Requin, mais bon voilà, c'est lui aussi, du coup, il est devenu professionnel, et voilà, c'était son rêve. Et évidemment, son rêve, c'était pas de jouer au Bénin, mais peut-être que le Bénin sera un bon tremplin pour lui. En tout cas, je lui souhaite. Et voilà, c'est aussi notre petit plaisir de voir que des joueurs de Abi sont dans le premier championnat professionnel du Bénin, et qu'en plus, ils y brillent. Exactement, et voilà, et ce sont eux, cette nouvelle génération que l'on attend derrière, et qui seront, on l'espère, suivis par d'autres, grâce peut-être, qui sait, à ce programme-là. On le souhaite, en tout cas, au football béninois. Écoute, merci beaucoup, PM, pour cette nouvelle plongée dans le football béninois et dans les espoirs que peuvent générer ces nouvelles réformes. On suivra ça avec attention. On espère vraiment que ça va porter ses fruits. Merci, PM.
Bah écoute, merci à toi. Et effectivement, on espère que ça porte ses fruits parce que, comme on l'a dit, ça pourrait être un exemple, un Ouais. modèle qui pourra se reproduire et qui pourrait éventuellement grandement servir au développement du football dans de nombreux pays du continent. Exactement. Voilà, on va en rester là pour ce podcast Efrikia. C'était un plaisir de retrouver ce magnifique continent. On le retrouvera dans de prochaines séries, ne vous inquiétez pas. Et même on le retrouvera dans d'autres planètes Hello. On n'oublie pas notre très chère Afrique. On va vous laisser là, vous remercier pour votre soutien, vous encourager, je le rappelle, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux où nous nous trouvons. On vous laisse ici. Passez une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, quelle que soit cette journée ou ce jour. Et on vous dit à très bientôt les amis.